Rendez-vous avec le gilet jaune le plus à l'ouest de France. Il habite sur l'île d'Ouessant, à 20 km des côtes bretonnes, dans l'océan Atlantique. Ici, pas vraiment de rond-point à bloquer ou d'autoroute à filtrer. Alors Guillaume a trouvé un autre moyen de s'engager. Par ma situation géographique, j'habite sur une île, je ne peux pas être sur le terrain. Et comme je ne peux pas être sur le terrain et je voulais participer au mouvement, j'ai réfléchi à une solution pour m'impliquer dans le mouvement à distance, donc depuis Ouessant, vu que j'avais que ça à faire. J'ai proposé un outil de facilité pour les communications. Il passe des heures et des heures, jour et nuit, à mettre de l'ordre dans plusieurs groupes Facebook de gilets jaunes bretons. Ça, c'est une vidéo qui s'est déroulée à Paris. Et donc ça ne concerne pas du tout Saint-Brieuc. Donc du coup, je la retire de Saint-Brieuc. Et c'est ce que je vérifie à longueur de temps, que ces personnes publient des choses qui sont en lien avec la zone concernée. Car depuis le début de la mobilisation des Gilets jaunes, des milliers de vidéos apparaissent chaque jour sur des centaines de pages Facebook. D'accord, et tu as des nouvelles de Brest ou de Quimper? La moindre action est filmée ou retransmise en direct. Exemple le matin même, sur un rond-point au sud de Saint-Brieuc. Bonjour les amis, est-ce que vous m'entendez? Alors là, on fait un live sur notre groupe, donc pour mobiliser les personnes. Comme ça, au moins, ils sont au courant, en direct. Ça fait un propre média, en fait, hein, voilà. Car parmi les gilets jaunes, ils sont nombreux à être méfiants envers les médias. Comme Alexandra, mère célibataire de 29 ans. Les médias, on se demande de quel côté ils sont. Et au final, s'ils sont, parce qu'ils nous disent neutres, mais on se pose des questions. Après, il ne faut pas en devenir parano non plus. Il y a des choses qui sont vraies, et voilà. Mais c'est pas évident de faire le tri. Alors, dans la bataille de l'info, tout est permis ou presque. Comme le 27 novembre dernier, Éric Drouet, l'un des visages de la mobilisation, est convié à une réunion au ministère de l'écologie. Il glisse son téléphone dans la poche de sa veste. C'est ce que les Français attendent aujourd'hui, c'est vraiment qu'eux, ils sont dans la crise et ils voient qu'en haut, on vit bien, alors qu'eux sont obligés de faire des efforts, alors qu'ils ont déjà plus rien pour vivre. La rencontre est retransmise en direct sur Facebook, du jamais vu. On a essayé de faire le maximum, on n'a pas pu avoir, on n'a pas pu avoir un représentant, enfin un média qui était avec nous, donc du coup j'en ai profité pour faire un live, ils l'ont pas du tout refusé. Donc. Éric Drouet gère la page Facebook France en colère, suivi par 230 000 personnes, et tient un discours sans filtre dans ce drôle de dialogue. S'occuper de bloquer les médias, moi déjà je comprends pas ceux qui continuent à aller aux médias. Moi si je vais aux médias c'est pour foutre le bordel et c'est tout. Hein. Ils méritent rien d'autre. Hein. Tu sais, si les forces de l'ordre sont vraiment fatiguées et peuvent plus, à un moment donné, ils pourront pas refuser quoi que ce soit. Hein. À un moment donné, ils seront passés. Hein. Là je pense que soit ce samedi-là, soit le prochain. Samedi c'est à l'Elysée, bah, on aimerait bien aller tous à l'Elysée. Il faudra vraiment qu'un samedi, tout le monde soit vraiment uni jusqu'au bout et avance en direction de l'Elysée. Des discussions à bâtons rompus et dans la frénésie des partages Facebook, des vidéos qui tournent en boucle, mais dont l'authenticité est très souvent compliquée à établir. Au journal Libération, une équipe de 8 personnes est chargée de les vérifier, souvent alertée par les internautes. Comme cette question posée il y a 10 jours, un gilet jaune a-t-il été tué le 24 novembre? Ça a été filmé en fait sous tous les angles par différentes chaînes. Et on voit en arrière-plan d'une journaliste qui parlait, il y a un homme qui lève les bras à un moment, on voit des échanges avec les forces de l'ordre, des espèces de balles traçantes, des trucs, et à un moment on voit le type qui tombe comme ça. Et ça a été filmé, rumeur immédiatement comme quoi il est mort, etc. Et ce qui nous a permis, pour le coup, on a fini par retrouver sur Snapchat une vidéo. Voilà, quelqu'un qui l'avait filmé, où on voit vraiment le truc, pour le coup, complètement de l'intérieur. Et là, on voit le type qui est effectivement inconscient, etc. Mais la personne qui a filmé nous a garanti qu'il était seulement blessé. Un travail de fourmi pour tenter de couper court aux rumeurs. J'espère que ça convainc un peu. Mais en tout cas, ça répond à une demande forte des gens qui est « il y a quelqu'un qui est mort et aucun média n'en parle ». Parfois, ce sont les personnes filmées qui s'aperçoivent de la manipulation. Comme dans cette vidéo, vue plus de 8 millions de fois, avec en légende des CRS tabassent un handicapé. Mais la réalité est beaucoup plus complexe.
Nous avons rencontré l'un des témoins directs, Stéphane Le Bourdon. Cet élu local, lui-même en fauteuil roulant, a assisté à toute la scène. Selon lui, l'homme handicapé n'en est pas un. 5 minutes avant, je l'ai vu avec des collègues à lui être debout, se déplacer sans fauteuil ni béquille. Et régulièrement, d'autres personnes l'ont vu sur Quimper déambuler sans fauteuil ni béquille. De plus, raconte-t-il, cet homme handicapé est avec un accompagnant qui est en train de filmer. Et ces deux personnes s'en prennent aux forces de l'ordre. Celle qui est à côté de moi est en train de menacer les CRS et leur a tapé dessus. Là, ils sont en train de reculer. Moi, je me mets sur le côté. Il y avait une personne qui était en train de filmer. Donc, je lui ai demandé d'arrêter de filmer parce qu'elle était en train de dire qu'on tapait sur une personne en situation de handicap. Et donc, elle a plongé sur les CRS et elle en a maintenu un à terre. C'est donc cet accompagnant qui va recevoir des coups de matraque des CRS. Informé de l'existence de la vidéo, Stéphane Le Bourdon a tenu à rétablir la vérité. Non, je ne défends pas la police en toutes circonstances, mais là-dessus, pour moi, il était important de remettre les choses au point, parce qu'on mettait en avant la police et on se servait des personnes en situation de handicap. On peut interpréter une vidéo comme on veut, et c'est ça le problème. Et actuellement, sur les réseaux sociaux, quand on voit la désinformation qui existe, on peut vous passer une vidéo et suivant les commentaires qu'on y met, ça veut dire le contraire. La préfecture a porté plainte et le parquet a ouvert une enquête pour diffusion de fausses nouvelles. Mais les rumeurs ne se cantonnent pas au camp des Gilets jaunes. Mercredi, plusieurs députés La République En Marche ont partagé cette information erronée. L'adresse internet giletsjaunes.com aurait été déposée par des Américains juste après l'élection d'Emmanuel Macron. Le site date en fait de 2015. Mais ces vérifications servent-elles à quelque chose ? L'universitaire Pascal Froissart a fait de la rumeur son objet d'étude. Il remarque que les démentis n'atteignent que rarement les personnes qui ont vu l'information erronée. La rumeur est quelque chose qui va très très vite et qui est un véritable embrasement, alors que le temps de l'expertise, lui, il a besoin de temps, tout simplement. On a besoin de travailler, enfin les experts ont besoin de travailler, ils prennent du temps, et donc ça va arriver beaucoup plus tard. Et le décalage entre ces deux calendriers, le calendrier de l'expertise, le calendrier de la rumeur, fait finalement que la rumeur prospère ou donne l'impression de prospérer sans démenti pendant longtemps. Dernier exemple de la force d'une rumeur, propagée cette fois par l'extrême droite. Une date revient spontanément dans la bouche de très nombreux gilets jaunes, le 10 décembre. On continue formellement, on va attendre un petit peu, voir ce qui va se passer après le 10. Et puis après le 10, on verra bien ce qui se passe, quoi. Expliquez-moi un peu rapidement pourquoi le 10, c'est quoi cette date ? Le 10, c'est la signature que M. Macron doit poser avec l'ONU. Emmanuel Macron doit effectivement signer un pacte de l'ONU sur les réfugiés à Marrakech. Selon la rumeur, la France abandonnerait ainsi sa souveraineté en termes de politique migratoire. En réalité, ce sera une déclaration symbolique, sans contrainte ni obligation.